Ce roman épistolaire, très dense, retrace le destin incroyable d'une jeune péruvienne qui quitte le Temple du Soleil pour découvrir l'Europe et plus particulièrement la France. Attention, choc culturel assuré. Cette vidéo garantie 100% spoiler est parfaite pour te rafraîchir la mémoire et pour te permettre de vérifier que tu as bien tout compris. Première lettre de Zilia, très vivante, très poignante. La jeune femme, élevée au Temple du Soleil, écrit à son fiancé Asa. Elle est au comble du désespoir. Toutes ses pensées vont vers lui malgré les épreuves qu'elle vient de traverser. Et oui, cette journée aurait dû être la plus belle de sa vie, mais elle vire au cauchemar. Leur mariage aurait dû être célébré, mais à la place, des barbares espagnols envahissent le temple, massacrent les prêtresses, pillent, volent les ornements et capturent la jeune femme avant de l'enfermer dans une obscure prison. Grâce à un messager, elle espère pouvoir envoyer ses quipots à Asa. Je rappelle que les quipots désignent un ensemble de cordelettes. Chaque nœud, chaque couleur, chaque disposition donne une information. Zilia aussi entre joie et inquiétude. Elle est soulagée d'apprendre qu'Asa est vivant et qu'il a bien reçu son premier message. Mais elle ne comprend pas pourquoi, sachant ce qu'elle endure, il ne vient pas la délivrer. Elle l'avertit du danger que représentent les Espagnols et lui demande d'abandonner son empire pour fuir avec elle. Se serait-il éloigné? Aurait-il changé d'avis? Zilia replonge alors dans le souvenir bouleversant de leur première rencontre, un véritable coup de foudre. D'ailleurs, la lettre se clôt par une plainte déchirante. Quelle puissance infernale nous a séparés de nous-mêmes? Dans la lettre 3, l'on comprend que les événements s'enchaînent à une vitesse folle. Zilia peine elle-même à se souvenir de tout ce qu'elle a vécu. Arrachée à sa prison en pleine nuit, elle est transportée dans une étrange maison suspendue qui se balance. En réalité, c'est un bateau, mais elle ne connaît pas encore ce mot. Pendant des jours, elle souffre du mal de mer. Jusqu'au matin où l'embarcation est attaquée par des hommes parlant une autre langue. Paniquée, elle s'évanouit et se réveille dans une nouvelle demeure parmi des hommes inconnus, des Français. Mais elle ne le sait pas, elle se laisse d'abord mourir, puis finit par accepter les soins en imaginant la peine, la tristesse d'Asa si elle disparaissait. Qu'importe la distance, toutes ses pensées vont vers lui. Le nuage léger de mes pensées volera sans cesse autour de toi. Quatrième lettre, très brève, mais intense. Zilia est épuisée. Son corps lâche. Elle ne comprend rien à la langue des hommes qui l'entourent. Puis elle n'arrive pas non plus à se faire comprendre d'eux. Les soins qu'on lui apporte la déconcertent. Pour se rassurer, elle noue ses quipots afin de parler d'une certaine façon à Asa. Lettre 5. Quand même, ces hommes sont si étranges. Elle ne parvient pas à les cerner. Sont-ils des tyrans puisqu'ils l'obligent à rester dans son lit? Ou au contraire des hommes très respectueux qui la vénèrent, qui l'idolâtrent? Puis c'est le choc. Zilia est enfin autorisée à se lever, mais en ouvrant la petite fenêtre de sa chambre, elle réalise avec stupeur qu'elle vit en réalité dans une maison flottante, un bateau, en pleine mer. Cela signifie qu'elle s'éloigne chaque jour d'Asa. Elle veut mourir. Au point que Zilia, dans la lettre 7, avoue avoir tenté de se donner la mort, mais les surveillants l'en ont empêché. Elle éprouve une honte immense à cette pensée. Plus tard, un basculement. Le chef, le cacique, dans sa langue, lui montre une terre lointaine par la fenêtre. Zilia est au comble de la joie. Elle croit reconnaître, à travers le hublot, une portion de l'empire de son fiancé. L'espoir rend chaque minute interminable. Le cacique, qui ne la quitte plus, et dont elle apprend enfin le nom, d'Éterville, redouble d'attentions à son égard. Quant à la terre vers laquelle il se dirige, elle s'appelle la France. Bizarre. Un nom qui ne ressemble à aucune contrée du royaume d'Asa. Enfin, le débarquement. Mais Zilia est déroutée, déconcertée. Rien ne lui rappelle son monde. Tout ce qui s'offre à mes yeux me frappe, me surprend, m'étonne. D'Éterville, le cacique, la conduit dans une chambre, lui attribue une servante et la présente à une assemblée fascinée par sa beauté. Son apparence et son accoutrement suscitent le rire chez les femmes. Cependant, Zilia juge ces sauvages assez humains. Dans la 12e lettre, elle raconte que d'Éterville lui offre un bel habillement. En la voyant ainsi vêtue, il semble bouleversé. Peu après, il l'emmène dans une étrange cabane roulante,
un carrosse. Pendant 4 jours, ils voyagent ainsi. Zilia s'émerveille devant les paysages, les campagnes et les forêts de cette terre inconnue, tout en regrettant de ne pas pouvoir partager ses beautés avec Asa. Zilia arrive enfin à Paris, une ville immense dont la grandeur la dépasse. d'Eterville la conduit chez sa mère qui lui réserve un accueil glacial. Zilia est finalement enfermée seule dans une chambre, ce qui ravive son sentiment d'abandon. Heureusement, d'Eterville et Céline, sa sœur très chaleureuse, viennent la rejoindre. Plus tard, toutefois, à nouveau seule dans sa chambre, elle écrit que son seul véritable refuge reste les instants où elle pense à son fiancé. Dans les 2 lettres suivantes, Zilia observe les Français et remarque un contraste frappant. Certains courtisans se montrent grossiers en l'examinant sous toutes les coutures. Les femmes lui paraissent méprisantes, notamment la mère de d'Eterville. Mais le jeune homme et sa sœur, Céline, sont au contraire très respectueux, très bienveillants. Autre contraste dans les lettres 16 et 17. Zilia découvre le théâtre français et plus précisément les tragédies qu'elle n'apprécie pas du tout. Ces pièces ne montrent que les douleurs humaines, l'horreur du vice. En revanche, l'opéra la fascine. La musique, selon elle, est un langage universel qui peut toucher absolument tout le monde. Aïe, en apprenant peu à peu le français, Zilia découvre une terrible vérité. Elle se trouve très loin du royaume d'Asa. Comme si une mauvaise nouvelle ne suffisait pas, d'Eterville part à la guerre et elle est envoyée au couvent avec Céline. Zilia confie enfin à son amie et à sa domestique qu'elle est amoureuse d'Asa, puisque maintenant elle parle un peu français. Mais toutes deux lui ordonnent de l'oublier. Attention, les lettres 20, 21 et 22 sont absolument capitales. Tout simplement parce que l'on y découvre le point de vue de Zilia sur le fonctionnement de la société française et sur les représentants religieux, un regard qui fait écho à la philosophie des Lumières. En Europe, selon Zilia, le gouvernement est tout simplement défectueux. Les souverains vivent du travail des sujets sans jamais les aider. C'est cette misère qui pousse la population au crime. L'injustice sociale est évidente, le mépris à l'égard de la pauvreté aussi. Zilia comprend qu'elle n'a donc aucune place dans ce monde où tout repose sur l'or. Heureusement, elle trouve un peu de réconfort dans les livres qu'elle ne comprend pas encore parfaitement bien. Un religieux très instruit, très poli, vient lui rendre visite au couvent afin de lui enseigner les lois de la religion. Il lui révèle également comment elle est arrivée en France. Il tente en revanche de la décourager d'essayer de rejoindre Asa, mais avec beaucoup de douceur, de souplesse, d'ouverture d'esprit. Mais lors d'une seconde visite, le religieux change du tout au tout. Il se montre faux, méprisant, inquisiteur, autrement dit très sévère dans son jugement. D'ailleurs, il prétend que l'amour de Zilia est contraire à la vertu, qu'il s'agirait même d'un crime. Outrée, elle le renvoie. La lettre 23 marque enfin les retrouvailles entre Zilia et d'Eterville, revenus de la guerre. D'abord, un quiproquo s'installe entre eux. D'Eterville pense que sa sœur se trompe et que Zilia l'aime vraiment. Cependant, comme la jeune péruvienne maîtrise mieux la langue et qu'elle est surtout très honnête, elle dissipe ce malentendu. Elle ne ressent qu'une profonde amitié pour d'Eterville. Ce dernier sombre alors dans le désespoir, tandis que Céline, elle, est en colère. Lettre 24, Zilia se sent abandonnée de tous, si bien qu'elle tombe malade. C'est la fièvre. Céline la soigne, mais reste froide, distante. Elle lui en veut toujours. La mort de la mère de d'Eterville redistribue les cartes, bouleverse la famille. Lettre 25, ça y est, les vœux de Zilia sont enfin exaucés. Par l'intermédiaire de d'Eterville, elle obtient des nouvelles d'Asa. Il est vivant. Il est libre, il vit en Espagne. Elle réprime sa joie immense pour ne pas blesser davantage d'Eterville. Zilia, dans la lettre 26, annonce son plan. Elle a finalement décidé d'attendre Asa. D'une part parce que le voyage est trop coûteux, d'autre part parce que cette solution est plus rapide. D'Eterville écrit au ministre d'Espagne pour faciliter le voyage d'Asa et promet à Zilia de lui transmettre ses quipots et ses lettres. Zilia retrouve enfin un peu de paix. Céline va se marier et redevient aimable avec elle. Plusieurs coffres sont ensuite apportés à Zilia. Ils contiennent les trésors du Temple du Soleil, récupérés sur le navire espagnol. Cependant, ils n'ont pas été envoyés par Asa, mais restitués par d'Eterville. La jeune péruvienne offre certains objets sacrés à Céline, au jeune homme et aux 2 servantes par amitié et pour s'acquitter d'une partie de sa dette. Deuxième partie, en route pour la campagne. Dans la lettre 28, Zilia explique qu'elle y séjourne pour assister au mariage de Céline. Elle choisit de fermer les yeux sur la petitesse des invités, sur leurs défauts, et admire plutôt le pouvoir qu'ont les Français sur les éléments. La terre dans laquelle ils font pousser des plantes, l'eau qui irrigue les jardins,
jardin, le feu qui éclaire. Lettre 29, l'admiration s'efface, le mépris s'installe. Zilia le constate décidément, les Français sont obsédés par le superflu, l'apparence. Tout semble faux, artificiel. On envoie un domestique prendre des nouvelles pour la forme, sans se soucier réellement de la personne. On multiplie les compliments pour flatter l'autre, mais sans aucune sincérité. On fait semblant d'être riche, quitte à sacrifier l'essentiel juste pour faire illusion. d'Eterville est vraiment très différent de tout cela, mais il a quand même un point commun avec les autres Français. Un penchant pour les comportements extrêmes. À la campagne, il évite Zilia avec soin, alors même qu'elle souhaiterait avoir des nouvelles de la lettre qu'il a envoyée en Espagne. Mais soudain, lorsqu'elle s'isole dans le jardin, il vient lui parler, avoue encore une fois son amour et s'effondre de douleur. Zilia est également troublée par les paroles ambiguës de d'Eterville à propos de son fiancé. Et si Asa lui avait été infidèle? Et s'il l'avait oublié? De retour à Paris, Zilia se ressaisit et attend avec impatience l'arrivée d'Asa. Avec Céline, elle découvre les joies de la vie mondaine. Les visites interminables chez les unes et chez les autres, les compliments superficiels, les critiques négatives dès qu'une personne a quitté la pièce. Zilia s'étonne surtout de la façon dont les femmes sont traitées. Un certain respect en apparence, un grand mépris en réalité. Elle prend aussi connaissance de la pratique du duel, révélatrice selon elle de l'orgueil masculin, pourvu qu'elle et Asa soient toujours fidèles à la vertu qui guide leur peuple, leur civilisation. Lettre 34. Elle est capitale. Zilia cherche à comprendre l'origine du mépris qui pèse sur les femmes dans la société française. Selon elle, tout commence par une éducation inadaptée. On oublie d'inculquer aux enfants la fermeté d'âme et le courage. On enferme ensuite les jeunes filles au couvent pour les préparer au monde. Puis on leur apprend à bien se tenir, à soigner leur apparence, à cultiver leur amour-propre, mais pas vraiment à penser. Elles ne sont pas instruites, elles s'expriment maladroitement, ne participent pas aux affaires de leur mari. Elles deviennent des figures d'ornement. Et lorsqu'il est question de mariage, l'injustice culmine. Elles doivent se montrer fidèles, respecter ce mariage, tandis que leur mari... Lettre 35. C'est la surprise. d'Eterville et Céline offrent une magnifique maison de campagne tout aménagée à Zilia, grâce notamment au trésor récupéré sur le navire espagnol. Il y a même un cabinet caché dans le mur, inspiré du temple du soleil. Zilia est à la fois touchée et mal à l'aise, mais elle voit dans ce lieu un futur refuge pour elle et Asa. Alors retour à Paris, elle remarque la tristesse de ses deux amis et en découvre vite la raison. Asa est tout proche d'arriver. d'Eterville avait prévu de lui en faire la surprise, mais l'inquiétude de Zilia l'oblige à parler. Zilia écrit « Bientôt je ne t'appellerai plus en vain, tu m'entendras, tu voleras à ma voix ». Changement de taille. Zilia est toujours celle qui écrit, mais Asa n'est plus le destinataire de ses correspondances. Tout simplement puisqu'il est à Paris avec elle. La jeune femme s'adresse cette fois à d'Eterville. Le lecteur apprend que ce dernier est parti à Malte, sans doute pour ne pas assister aux retrouvailles des deux fiancés. Peut-être aussi, même si cela n'est pas écrit, pour devenir chevalier de l'ordre de Malte des chevaliers religieux. Dans la lettre 38, Zilia l'annonce. Asa, imprégné de la culture espagnole, l'a trahi. Il s'est détourné d'elle, lui a été infidèle. Lettre 39, elle écrit que son ex-fiancé est parti pour prendre une épouse en Espagne. C'est fini. Zilia se retire dans sa maison de campagne pour y trouver une solitude apaisante. Lorsque d'Eterville, toujours amoureux d'elle, revient à Paris, elle met un terme à toute ambiguïté dans sa dernière lettre. Elle ne pourra jamais aimer un autre que l'infidèle Asa, mais elle offre à d'Eterville ce qu'elle peut donner de plus précieux désormais. Une amitié fidèle, fondée sur la confiance totale, la conversation, l'échange intellectuel, le respect mutuel. J'espère que ce résumé t'a plu. À très bientôt pour d'autres vidéos.